pense que quand on utilise les termes décoloniser le musée, il faut se rappeler qu'on n'arriverait pas à décoloniser le musée sans décoloniser le monde. Décoloniser le monde, ça veut dire à défaire cette séparation entre les objets qui sont protégés par les capitales et les gens ou les communautés qui sont exploités par les capitales ou qui sont sacrifiés par les capitales. Par les capitales, et quand je dis par les capitales, je veux dire l'État ou l'État-nation qui ont été créés justement pour protéger le capital à travers les forces militaires, à travers les forces policières, qui sont en fait des forces qui répressent la manière dont les gens n'ont jamais arrêté de réclamer, de revendiquer ce qui a été exproprié. Et les musées sont les sites du pillage. Alors je pense que quand on parle des musées, il faut justement décentraliser les experts. Il y a des gens, des descendants de toutes ces communautés qui ont été dépouillées de leurs objets, qui se rappellent encore, mieux que les experts, quelle est la signification de ces objets. Donc il faut décentraliser les experts et il faut ouvrir les musées justement aux communautés qu'on appelle des sans-papiers. Puisque c'est ces communautés-là qui peuvent revendiquer la mémoire, qui peuvent raviver ces objets et transformer ces objets à nouveau comme des objets qui ont un rôle dans la communauté. Alors j'apprécie beaucoup les artistes qui font un travail de revendication, etc. C'est très très important. Mais ces artistes-là, leur travail aussi doit être à nouveau tissé avec les revendications des communautés ce qu'on appelle dans les discours du musée la communauté de provenance. Mais c'est un terme très très problématique puisqu'il oublie les communautés de sans-papiers ou les communautés migrantes dans les différents endroits dans l'Occident. Je parle par exemple des bijoux que mes ancêtres ont fait, si tu veux, dans le monde juif musulman, qui a été détruit par la France, aussi par l'Angleterre. Mes intérêts de recherche concentrent sur la France. Alors ils ont détruit l'infrastructure de la production des bijoux, justement pour faire de ces bijoux des objets d'art, justement pour pouvoir les collectionner et pour dire que tous les artisans qui continuent à être là, tous ces artisans-là, ils ne sont pas à l'auteur de leurs ancêtres. Donc, les bijoux qu'ils ont faits à partir du moment où la France était là n'ont pas de valeur. Et les seuls objets qui ont de valeur, c'est ceux qu'ils ont réussi à piller et à garder, à préserver au Quai Branly ou dans d'autres institutions. Ils ont fait distribuer ces pillages partout en Europe, justement pour créer une classe de chercheurs européens qui sont devenus des experts de l'art de mes ancêtres, l'art de tes ancêtres. Je pense qu'un des outils ou une des technologies que tous ces mouvements impériaux comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne ont utilisé, c'est justement échanger nos mémoires. On a très peu accès à nos mémoires. Pour moi, ce n'est pas un travail subjectif. C'est accéder à nos mémoires et justement à nos mémoires communautaires, à nos mémoires collectives qui ont été remplacées par les mémoires de l'Empire. Et les musées sont vraiment des catalysateurs ou des moteurs qui continuent à donner aux gens des mémoires qui ne sont pas les siens. Le fait qu'il y a des objets qu'on les appelle les objets d'art, par exemple, ça c'est le travail impérial de l'archive. Avant que ces objets étaient des œuvres d'art, ils étaient autre chose.
Et c'est le travail des archives qui a fait avec différents autres types de violences, qui a fait des objets qui appartenaient à d'autres communautés, a fait des œuvres d'art. Donc pour moi, les archives, ce n'est pas que les documents. Les archives, c'est cette opération impériale qui prend une personne, qui les transforme en un réfugié, qui les transforme en un esclave, qui les transforme en un sans-papier. Qu'est-ce que ça veut dire un sans-papier? Qu'est-ce que ça veut dire cette classe de sans-papiers dont on parle tout naturellement? Ça veut dire des gens que l'État a dit qu'ils n'ont pas de papier. Mais d'habitude, ces gens qui n'ont pas de papier, c'est des gens qui viennent des anciennes colonies. Ils essayent de s'intégrer à la France ou en Europe puisque leurs papiers sont les objets que les musées ont. On a cette interview en France, alors il faut se rappeler de ce rapport qui n'était pas mal du tout, les rapports Sarr-Savoie, mais qui a recommandé de restituer au moins 90 000 objets, et la France a restitué quelques crânes et quelques objets, c'est tout. Alors c'est complètement ridicule. Il y a une grande résistance dans les musées. Aux États-Unis aussi, il y a un cas très très intéressant, le cas d'une descendante d'un homme qui a été kidnappé du Congo à l'esclavage et qui revendique les images de son arrière-grand-père. Et puis il y a Harvard et le Peabody Museum qui résistent. Donc dans les musées, il y a une grande résistance. Bien évidemment, mais je pense qu'on ne doit pas attendre les musées. Je veux dire, nous, on doit faire un travail anticolonial à l'échelle quotidienne. L'idée de la restitution, non seulement à sa mise en œuvre, elle est ridicule, mais elle est basée sur l'idée des objets. On accepte que les objets étaient séparés de leur communauté et maintenant on pense comment restituer ces objets à leur communauté. Mais je pense, si tu veux, que les travaux les plus intéressants ne se font pas au musée. Ils font par des collectifs partout dans le monde. Je pense au collectif congolais, par exemple, le CATPC, qui fait un travail extraordinaire, justement, de revendiquer et de pratiquer les manières ancestrales de faire de l'art, qui ne sont pas des manières justement de la production des objets d'art. C'est penser l'art ensemble avec un travail agriculture, ensemble avec un travail de la terre, ensemble avec un travail de réparation des liens brisés ou des choses que le colonialisme et l'impérialisme ont détruits.